Merci de votre invitation. Merci de cette invitation à présenter les recherches qui sont menées à Genainville. Vous allez le voir, je vais davantage insister sur les projets, sur les méthodes, sur les outils qui sont actuellement mis en œuvre et développés à Genainville. Alors c'est une conférence à 3 voix, mais derrière nous, toute une équipe bien plus large et pluridisciplinaire. Une équipe de fouilles avec un spécialiste de numismatique, de céramologie, d'archéozoologie, d'archéoanthropologie funéraire, de carpologie, etc. Ce qui est habituel dans les équipes de fouilles, mais également toute une série de partenaires, une association étudiante, l'AEVA, l'association étudiante valdoisienne d'archéologie, et différentes composantes de l'université de Cergy-Pontoise, le labo Agora, auquel j'appartiens, le L2MGC, auquel appartient Jérôme Wasserman, mais aussi le laboratoire ETIS, une école, l'NCA, des formations, la licence pro des métiers du numérique. Il faut également rappeler le soutien financier de la Fondation des sciences du patrimoine et plusieurs partenaires, le service régional de l'archéologie à travers Claire Besson, le SDAVO, le service départemental d'archéologie du Val d'Oise, notamment à travers la présence d'Aurélien Lefebvre, le MADVO, le musée de Guéry-en-Vexin, le LRMH, l'université Pierre et Marie Curie, bref, toute une série de partenaires avec qui nous travaillons et qui font les résultats que nous allons présenter aujourd'hui. En 3 temps, je vais commencer en vous présentant donc, ces nouvelles recherches et la reprise des fouilles au niveau notamment de l'édifice de spectacle et d'une place à Genainville. Puis Mathieu Brisson prendra la parole pour aborder les études que nous menons autour du matériau pierre, des méthodes traditionnelles aux méthodes plus innovantes. Et enfin, Jérôme Wasserman présentera les études qui sont menées autour de l'eau dans les matériaux du patrimoine, avant que nous concluions et que nous puissions échanger. Alors, deux volets. Il y a un projet collectif de recherche qu'on appelle un PCR. Et au sein de ce projet collectif de recherche s'inscrit une fouille annuelle qui a lieu sur le site des Vaux de la Selle. Alors bien sûr, j'aborderai cette fouille, mais l'ensemble des recherches que nous menons sur le site de Genainville ne peuvent pas se réduire ou se résumer à ces seules 5 semaines de campagne annuelle. Et j'espère justement qu'on saura vous en convaincre au fil de cette conférence. Alors, le projet collectif de recherche est intitulé Urbanisme et architecture, le site des Vaux de la Selle. Après une première année test en 2015, il va s'achever pour sa première phase cette année en 2018. Il est centré sur un site, le site des Vaux de la Selle à Genainville, qui est, à juste titre, reconnu comme l'un des sanctuaires gallo-romains de tout premier plan en Île-de-France. C'est notamment un site majeur, un jalon pour l'étude de l'architecture d'époque sévérienne, c'est-à-dire pour le IIe siècle de notre ère. IIe siècle qui correspond à l'apogée de la monumentalisation sur le site, avec la construction d'un grand temple, avec une double cella, donc 2 chambres pour les divinités, et un vaste édifice de spectacle qu'on appellera souvent le théâtre pour aller plus vite. On a également toute une série de bassins, d'édifices annexes qui viennent s'ajouter à ces 2 grandes structures. Mais quelle que soit la beauté ou le caractère imposant de ces structures, le site des Vaux de la Selle ne peut pas être réduit à un sanctuaire et ne peut pas être réduit à la seule époque gallo-romaine. Du point de vue de l'environnement, le site des Vaux de la Selle se situe au fond d'un vallon. C'est un vallon encaissé de 20-25 mètres par rapport au plateau du Vexin français à l'intérieur duquel il se situe. Et les versants du vallon ont servi de carrières de calcaire, c'est du calcaire du Lutétien. Certaines de ces carrières datent de l'Antiquité et d'autres ont été exploitées encore par la suite. Le site a connu toute une série de colluvionnements au cours de son histoire, en particulier après l'abandon du site, qui sont venus remplir le vallon et aussi protéger les vestiges.
Et jusqu'à de récents travaux de drainage du site, ce vallon était une zone inondable. On a donc la présence de l'eau, des eaux de surface, la nappe phréatique, qui nous fournit un questionnement dont on peut difficilement faire l'économie quand on se rend compte qu'il y a toute une série d'infrastructures hydrauliques à l'époque antique, notamment un grand collecteur. Et on a donc l'occasion de se poser des questions intéressantes dans un site qui est occupé, qui héberge une occupation d'un peu plus de 1000 ans, avec une importante nécropole protohistorique qui est bien présente au 5e siècle et qui continue d'être occupée, utilisée, au moins jusqu'à l'époque mérovingienne, où le site sert de carrière de matériaux de construction. Alors le projet que je coordonne actuellement s'inscrit dans la lignée d'un précédent, dont vous avez l'intitulé à l'écran, qui était dirigé par Didier Vermersch, et qui s'est notamment consacré sur la question des origines du sanctuaire, et au sein du sanctuaire, qui s'est concentré sur cette zone qui apparaît en bleu à l'écran, qui est vraiment l'aire sacrée proprement dite. Un sanctuaire est constitué d'un mur de péribole. C'est un mur qui sépare l'espace sacré à l'intérieur de l'espace profane à l'extérieur. On a également un grand temple principal lors de cette phase qui occupe le cœur du sanctuaire. Alors, à quelques exceptions près, l'essentiel des activités s'était concentré sur l'étude de l'aire sacrée, c'est-à-dire sur la zone enclose par ce mur de péribole, ce mur du sanctuaire. Et au terme d'une dizaine d'années de fouilles menées par l'Université de Cergy-Pontoise et déjà l'AEVA, j'ai proposé du coup de sortir des limites du péribole, de sortir des limites du sanctuaire à 2 échelles, comme vous allez le voir, mais avec cet objectif de toute façon d'expliquer, de mieux situer le sanctuaire dans son contexte. Il y a 5 axes, 5 questionnements, 5 problématiques qui nous occupent dans ce projet collectif de recherche. Alors c'est des problématiques transversales, ce ne sont pas des boîtes distinctes avec un responsable à sa tête, mais on a des gens qui travaillent dans plusieurs de ces axes qui s'entrecroisent. Alors mes collègues évoqueront spécifiquement les problématiques liées à la pierre et à l'eau que vous avez pour l'axe 2, l'axe 3, ce qui va du coup me donner la liberté de parler d'autre chose, et en particulier du 4e axe pour commencer, l'étude de l'environnement immédiat du site des Vaux de la Selle, pour vous expliquer en quoi le fait de sortir des limites du site, ce n'est qu'un détour pour revenir au point de départ, c'est-à-dire pour expliquer, pour mieux comprendre ce qu'est ce site. Alors le site des Vaux de la Selle, si vous l'avez visité, c'est un site enclos, propriété de l'État, qui est classé au titre des monuments historiques. Il a été découvert en 1935. On a toute une série d'acteurs qui se sont succédés sur le site. Des amateurs, des bénévoles éclairés, des archéologues professionnels, la FAN, puis l'Université de Cergy-Pontoise depuis 2004. Mais malgré l'ensemble de ces travaux, malgré l'ensemble des acteurs qui ont travaillé sur le site, finalement, une question demeure encore mal cernée, c'est la manière dont ce site, que vous voyez à l'écran, s'insère avec son environnement. Quelles sont les limites du site? Autrement dit, pour répondre à cette question, où se situent les nécropoles d'époque gallo-romaine contemporaine de l'occupation du site? Quelle relation le site a-t-il avec la Seine qui est toute proche, au sud? Quelle est la place de ce site au sein du territoire des Véliocas? La capitale du territoire des Véliocas se situe à Rouen, et à Genainville, on est à mi-distance entre Rouen et Paris qui est la capitale d'une autre cité gauloise, les Parisis.
Un autre enjeu consiste à comprendre comment ce site s'insère dans le réseau des voies de communication. Alors, des études ont été menées, notamment autour du cadastre napoléonien, sur une surface d'environ 300 hectares. Des travaux qui, dans le cadre du master d'Angélique Montes, avaient permis de mettre en évidence une probable voie qui dessert le site et un possible parcellaire d'orientation similaire. Mais tout ça sont des questionnements qui doivent être poursuivis, et pour y répondre, on ne peut pas rester prisonnier de la clôture du site. Souvent, quand on visite le site, on a cette impression d'isolement, puisqu'on est dans un cercle d'arbres qui nous coupe du bruit, etc., et de la vie contemporaine. Mais cet isolement est en fait plus le reflet de notre ignorance que la réalité d'un site qui, depuis tout temps, aurait été isolé. Les grands sanctuaires que l'on connaît s'inscrivent plutôt au sein de projets urbanistiques plus larges. Et donc on pourrait multiplier les exemples où des ensembles cultuels qui ont été dans un premier temps considérés comme isolés, se sont révélés être au centre de véritables agglomérations avec toute une série de fonctions. Donc pour rompre l'isolement du site de Genainville au sein de la carte archéologique du Val d'Oise, il était naturel de travailler avec le service départemental d'archéologie du Val d'Oise, qui contribue, opération après opération, à améliorer notre connaissance du territoire Véliocasse. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'il va falloir s'intéresser à ce qui se passe immédiatement de l'autre côté de la clôture du site, dans des bois, les bois des Vaux de la Selle, les bois qui recouvrent les carrières qui sont sur les versants du vallon, et puis un peu plus loin, on a toute une série d'espaces boisés que je ne vais pas énumérer. Mais il faut s'interroger à l'échelle du Vexin français, qui correspond à l'extrémité est du territoire des Véliocasses, à la manière dont ce site, le site des Vaux de la Selle, s'insère dans le reste du territoire. Une question essentielle est notamment le raccordement du site des Vaux de la Selle, qui se trouve ici, avec la chaussée Jules César, que l'on trouve au nord du site. Une autre question, c'est comment cette agglomération s'intègre-t-elle dans le maillage des établissements ruraux, des agglomérations secondaires du territoire des Véliocasses. Alors on a plusieurs données, plusieurs outils susceptibles d'être utilisés. Le premier d'entre eux, donc, c'est une couverture LIDAR. Alors le LIDAR, c'est une technique de télédétection par laser. Donc c'est souvent embarqué dans un avion qui permet d'avoir une représentation tridimensionnelle des mouvements du terrain, une représentation du relief, y compris dans les zones boisées, ce que ne permettent pas les photographies aériennes classiques. Donc ça, c'est un outil fondamental que le SRA a accepté de financer et que nous espérons donc bientôt pouvoir utiliser. Ça nous fournira à la fois ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain, et ça nous donnera des vues sur les espaces boisés, comme vous le voyez à l'écran, qui entourent le site. Tout cela sera intégré dans ce qu'on appelle un SIG, un système d'information géographique, qui permet de gérer toutes les couches d'informations, les informations archéologiques, les données anciennes, les photographies aériennes, les données géoarchéologiques, hydrographiques. Tout ça est empilé dans cette espèce de base de données géographique à laquelle le LIDAR va servir de fond de carte, mais un fond de carte en 3 dimensions. Alors parmi les autres données, j'ai cité les photographies aériennes, c'est évidemment des données à utiliser, mais en réalité c'est toute une pluralité de données anciennes. Alors, quand je dis anciennes, elles peuvent être en fait tout à fait
récentes. C'est des études géophysiques, des études géologiques, des études hydrogéologiques. C'est évidemment tous les travaux de nos prédécesseurs archéologues, leurs photos, leurs cartes, tous ces documents qui doivent être intégrés dans le système d'information géographique du site. Dernier volet, dernier type de données, là il s'agit d'acquérir des nouvelles données à travers des campagnes de prospection pédestre qui pourront être ciblées. Donc ça c'est un volet qui se fait sous la conduite d'Aurélien Lefebvre du SDAVO. Le but de ces prospections pédestres étant d'aller vérifier au sol la nature des anomalies des reliefs qui auront été aperçus dans le relevé LIDAR. Il y a toute une série d'observations antérieures que l'on doit au CRAF, le Centre de recherche archéologique du Vexin français, qui a travaillé dans les années 60 à 90, et qui s'est un peu intéressé également aux abords du site, et des données aussi de prospection qu'il faudra donc intégrer et rassembler avec une méthodologie cette fois commune. Donc ça c'est un axe qui vise justement donc à étudier le site des Vaux de la Selle. En fait, on a l'impression qu'on en sort. En réalité, on prend de la hauteur, c'est-à-dire qu'on change d'échelle. Et donc cette approche, ce type d'approche extensive, ce type d'approche multiscalaire qu'on appelle souvent une approche intégrée, permet précisément de mieux comprendre dans quoi s'inscrit le site et donc ce qu'est ce site. Je ne développe pas sur les aspects de la pierre et de l'eau puisque ça va venir après et je vous parle des fouilles qui sont réalisées donc, chaque année pendant 5 semaines par l'université de Cergy-Pontoise avec l'organisation de l'AEVA, donc l'association étudiante valdoisienne d'archéologie. Vous avez là la composition des effectifs du chantier. En moyenne, c'est une trentaine de personnes par semaine pendant 5 semaines au mois d'août. C'est un chantier qui poursuit un double objectif. En tant que chantier école, il s'agit de donner aux étudiants, aux étudiantes une expérience d'archéologie de terrain dans le cadre de leur formation universitaire. Mais il s'agit aussi d'une formation à la recherche, puisqu'il s'agit de faire comprendre comment le travail qui est effectué sur le terrain s'inscrit en fait dans des problématiques de recherche, celles que je vous présente, les axes du projet collectif de recherche, comment donc les actions qui sont très concrètes, qui sont demandées sur le site, des coups de truelle à droite, des brouettes à vider à tel endroit, comment tout cela s'inscrit en fait dans un projet scientifique cohérent. Du point de vue de la fouille, qui s'inscrit dans le projet collectif de recherche, on retrouve les mêmes idées de fond, et notamment l'idée de sortir des limites du sanctuaire pour aller étudier les marges de ce sanctuaire. Donc vous avez en jaune à l'écran la zone d'action, on va dire, des fouilles. Alors juste 2 mots sur les problématiques et la stratégie de fouille. Alors on est à l'extérieur du sanctuaire, puisqu'on est à l'extérieur du mur de Péribole, mais comme vous voyez, on est juste devant, et on est vraiment en fait au seuil du sanctuaire, c'est-à-dire un endroit qui est un point de passage obligé pour les pèlerins, pour les occupants du site qui souhaitaient entrer sur l'aire sacrée. Donc vous voyez 2 éléments dans le rectangle jaune à l'écran, vous voyez un théâtre, et puis vous voyez un vide. Un vide qui correspond en fait à l'état de nos connaissances ou de notre ignorance sur cette place, puisque comme je vous l'ai dit, cette place étant un point de passage obligé pour qui voulait se rendre à l'intérieur du sanctuaire, elle était forcément dotée d'équipements. Donc c'est sur ce fuseau de terrain que l'on travaille, en ne travaillant pas sur 2 objets différents et distincts, d'une part le théâtre, d'autre part la place, mais vraiment dans une logique. Comment fonctionne cet espace qui est au seuil du sanctuaire, comment circule-t-on à l'intérieur de cet espace, comment accède-t-on à cet espace. Donc on se pose des questions de fonctionnalité,
d'insertion au sein de l'urbanisme de ces structures. Pourquoi c'est important? Parce que longtemps, on a considéré que Genainville, c'était un temple isolé, perdu, un sanctuaire perdu au milieu de nulle part, jusqu'à ce qu'on se rende compte progressivement qu'il y avait toute une série d'éléments, d'autres édifices, de voies, d'îlots d'habitation, qui montraient qu'on n'était pas dans un temple perdu au milieu de nulle part, mais dans quelque chose qui pourrait être une agglomération secondaire, peut-être centrée sur un sanctuaire, mais en tout cas pas uniquement un sanctuaire perdu. Alors je vais passer très rapidement sur l'historique des recherches, mais on ne part pas de rien. Vous connaissez peut-être le célèbre dessin de 1831 de Pic de Replonge qui représente le château Bicêtre. C'est sans doute une partie du théâtre. On a une série de remarques d'érudits locaux qui fournissent des pistes intéressantes. Mais le premier fouilleur, les premières fouilles documentées, on les doit donc à Pierre Auriem, un architecte dans les années 1935, qui a commencé à collecter du mobilier lapidaire que l'on reverra tout à l'heure. Les plus gros fouilleurs du site, donc c'est l'équipe encadrée par Pierre-Henri Mittard, le CRAF, qui de 1960 à 1991 a énormément travaillé, beaucoup autour du temple, mais aussi ailleurs, même si leurs publications se concentrent très largement sur le temple et sur l'aire sacrée. Puis l'État a repris la main et il y a plusieurs équipes de l'AFAN qui ont travaillé sur des tranchées au sein du théâtre, notamment, et qui ont un tout petit peu travaillé sur la place située devant l'entrée du sanctuaire. Récemment, très peu de recherches sur la place. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas l'objet du précédent projet collectif de recherche, mais une tranchée transversale au niveau de la place qui nous fournit, à nous qui travaillons désormais vraiment sur ce sujet, toute une série de pistes et d'indices intéressants. Alors en 2015, quand nous avons commencé à fouiller, vous voyez que le gros de l'effort s'est concentré sur le théâtre. Donc le théâtre dont vous avez ici le cercle des gradins, enfin le cercle, une sorte de fer à cheval des gradins, et on a implanté une aire de 500 mètres carrés qui attrapait la partie basse des gradins, traversait toute l'aire plane centrale où avaient lieu les spectacles, et interceptait les deux murs de scène, ainsi que aller au contact du collecteur qui se situe dans la limite sud de la place. Donc voilà à quoi ça ressemblait à l'époque. L'objectif était vraiment, en 2015, d'intercepter un certain nombre de fenêtres anciennes qui avaient été ouvertes par nos prédécesseurs, Pierre Auriem, le CRAF, l'équipe de Pierre-Henri Mittard, mais aussi des équipes de l'AFAN, notamment une tranchée qui avait été réalisée ici en 91 en travers des gradins. L'année suivante, vous voyez qu'il y a eu une extension vers le nord, puisque c'est bien cet espace-là qui nous intéresse, en direction de la place. Et cette année, nous persistons, et ça va durer encore quelques temps, donc dans la fouille de ce fuseau, donc à l'est du sanctuaire. Ce qui n'empêche pas, comme vous voyez, d'autres interventions qui sont plus limitées, mais qui s'inscrivent pleinement dans le cadre des recherches du projet collectif. Alors, à propos de cette place, il y a une tranchée qui a été réalisée ici, le portique qui avait été en partie fouillé, et puis une tranchée perpendiculaire. Voilà tout ce que l'on savait de l'organisation de cette place. Voilà l'implantation des secteurs de fouilles, des secteurs de fouilles actuels. Et voilà comment, avant le début de nos fouilles, on proposait de restituer la place. Un portique
qui était attesté. Et puis une esplanade rectangulaire, c'est une hypothèse qui est suggérée par Pierre-Henri Mittard. Et un autre portique avait été suggéré en symétrique, alors même qu'il n'était pas attesté par la fouille. L'argument était que l'étude du cadastre napoléonien, vous retrouvez la forme ici du théâtre, montrait une parcelle, qui est exactement ici, qui aurait pu être le témoin d'un mur qui aurait pu être le mur d'un portique. Bon. Donc on sait désormais que cette hypothèse est à mettre de côté, que s'il y a un autre portique, en tout cas il n'est pas à cet endroit-là, puisqu'on a ouvert à cet endroit-là et que aucune trace d'un portique oriental en symétrique de celui que l'on connaît a pu être observée. Ce qui a été découvert et qui était inattendu, en tout cas inédit, c'est une structure. Donc vous voyez ici un mur qui forme un angle droit. Et la particularité de cette structure, c'est qu'elle n'entre pas dans le schéma orthogonal que l'on connaît avec le temple, la voie qui dessert le temple, le mur de péribole de l'air sacré ou le théâtre. Toutes ces structures fonctionnent dans le même système orthonormé. Or, ce nouveau bâtiment, lui, ne s'intègre pas. Ce qui est intéressant à souligner. Au niveau du théâtre, vous avez ici une vue aérienne de la fouille en 2015, en dessous de la fouille en 2016. Alors en 2015, comme je vous le disais, on s'est concentré sur le fait de retrouver les fouilles de nos prédécesseurs. Ici et là, des fouilles du CRAF. Ici, une tranchée possiblement due à Auriem. Et puis, ici, l'extrémité d'une tranchée de Lafan réalisée par Laurent Cholet. L'objectif était de pouvoir évaluer d'abord la situation stratigraphique, ce qu'il restait sur le terrain plusieurs années après, et puis de pouvoir reprendre la documentation que nous avaient laissée ces archéologues en confrontant ça au terrain que nous avions remis au jour. Donc là, par exemple, vous avez les murs de scène du théâtre, ici et là, le mur de façade du théâtre, et ici, le mur qui sépare à droite les gradins, à gauche, l'aire plane centrale sur laquelle avaient lieu les spectacles. Alors des murs de scène, il ne reste que les fondations, mais on a pu les observer. Et puis donc on peut vraiment recaler nos observations par rapport au plan, et puis par rapport aux photographies anciennes, par rapport aux croquis, aux relevés anciens qui avaient été faits, ce qui nous permet à la fois d'évaluer d'un point de vue critique, la documentation archéologique que nous ont laissé nos prédécesseurs, sur quel point peut-on se fier à eux, sur quel point sont-ils plus fragiles. Et puis, une fois qu'on a réussi à évaluer cette documentation, ça nous permet de savoir jusqu'à quel point on peut utiliser cette documentation pour tout ce que nous ne savons pas et que nos prédécesseurs ont vu. Donc ça, c'était vraiment le premier objectif en 2015. Par la suite, on a poursuivi l'exploration des parties qui n'avaient pas forcément suscité l'intérêt. En particulier, donc là vous avez le mur qui est la suite de celui-là, qui sépare les gradins de l'aire plane. L'aire plane centrale n'avait pas tellement intéressé nos prédécesseurs et nous avons pu développer la fouille de cet espace. Donc là vous avez différents états d'avancement de la fouille de l'aire plane centrale. On s'est rendu compte que sur l'aire plane centrale, un épais niveau de calcaire concassé recouvrait l'aire plane. C'est sans doute dû donc au chantier de récupération des matériaux qui s'est développé à l'époque tardive ou à l'époque mérovingienne, en tout cas quand le théâtre n'était plus en fonction. Et dans cet épais niveau de matériaux sciés, concassés, on retrouve des éléments de décor architectural. On a retrouvé quelques morceaux de lettres. On retrouve des éléments qui sont intéressants. Et en dessous, le niveau sur lequel les spectacles avaient lieu, et puis le substrat géologique sur lequel le théâtre a été implanté. Donc je vous parlais des lettres qui ont été trouvées. Vous avez un bel exemple ici d'un M
et de peut-être un I. Et vous remarquez qu'on a des traces de peinture qui sont conservées, ce qui est assez rare pour être souligné. La reprise de ces fouilles, là où avait déjà fouillé Mittard, là où avait déjà fouillé Oriem, ça nous permet d'attraper aussi toute une série d'informations qu'ils avaient vues et de poursuivre leur travail. Et ça permet notamment de comprendre où étaient localisés un certain nombre de trouvailles qu'ils ont faites. Par exemple, ces éléments lapidaires, c'est pas notre équipe qui les a mis au jour, mais les travaux que nous faisons permettent de les remettre à leur place, de les étudier, et donc participent à la compréhension, à la restitution de l'architecture du temple, qui est un de nos objectifs finaux. Donc vraiment, il y a un travail de terrain, d'acquisition des données, il y a un travail sur la documentation ancienne, qui nous permet de réfléchir, d'élaborer de nouvelles hypothèses de restitution architecturale. Donc là, vous avez quelques exemples de ces recherches. Je passe la parole à Mathieu Brisson pour vous parler de la pierre, du mobilier lapidaire, justement. Alors bonjour, merci tout d'abord aux archives de nous permettre de communiquer une fois encore sur le site de Genainville, et puis merci à vous d'être venus si nombreux. Je m'appelle Mathieu Brisson, je suis archéologue spécialisé dans l'étude de l'outillage et des techniques de taille de pierre. J'ai commencé à travailler sur le site de Genainville en 2011 en tant que fouilleur bénévole. Et j'ai également fait partie de l'association étudiante valdoisienne d'archéologie, l'AEVA, durant 3 ans, durant lesquels j'ai participé à l'organisation, à la logistique des fouilles, ainsi qu'à la médiation, à la mise en valeur du site, à travers plusieurs événements qui se déroulaient sur le site et à l'université de Cergy-Pontoise. Durant mes études à l'université de Cergy, j'ai fait un master recherche sur l'évolution de l'outillage et des techniques de taille de pierre sur le sanctuaire gallo-romain des Vaux-de-la-Selle. Je tiens à préciser que mon domaine d'étude relève de l'archéologie du bâti, mais que mes problématiques portent uniquement sur les éléments lapidaires taillés et non sur les motifs sculptés que nous trouvons également en grand nombre et qui sont étudiés actuellement par Mathieu Ribollet. Le sanctuaire des Vaux-de-la-Selle s'impose depuis longtemps comme une référence en termes d'éléments lapidaires pour la période gallo-romaine, puisque plusieurs milliers de blocs sculptés ou simplement taillés ont été mis au jour, inventoriés et stockés sur le site et au musée archéologique départemental de Guiret-en-Vexin depuis les années 60, sans compter les éléments non restaurés encore en place dans les bâtiments en élévation. Tous ces matériaux proviennent de fronts de carrières et de carrières souterraines de calcaire bordant le site, exploitées pour certaines d'entre elles jusqu'au XVIIIe siècle. La pierre occupe donc une place primordiale sur le site des Vaux-de-la-Selle. Il s'agit d'appréhender l'histoire de la pierre dans son ensemble, depuis son extraction en carrière jusqu'à son éventuelle récupération dans les états tardifs du sanctuaire et après son abandon. Je me suis bien sûr intéressé en particulier à la taille de ces blocs pour la construction des différents bâtiments du site. Là encore, le site des Vaux-de-la-Selle est extrêmement intéressant puisqu'il connaît plusieurs phases d'aménagement entre le 1er et le 5e siècle. L'objet de mon étude était donc de cerner les modes de préparation des blocs, mais également de déterminer d'éventuelles évolutions ou régressions dans ce processus et de définir par exemple des panels d'outillage employés spécifiquement dans la construction d'un bâtiment ou dans une des phases d'aménagement. Donc je vais vous donner un exemple de 2 petites différences que j'ai pu cerner pour l'instant. Donc pour resituer le contexte historique, il est important de repréciser que le temple est construit au milieu du IIe siècle et le théâtre est aménagé, lui, dans la deuxième moitié du IIe siècle. Nous parlerons donc ici d'évolution sur le court terme. L'outil le plus fréquemment utilisé dans la préparation des blocs de ces 2 édifices est le marteau taillant. Il s'agit d'un outil semblable à une hache dont l'épaisseur et la robustesse de la lame permettent de mordre la pierre. Il est généralement employé par le tailleur de pierre dans diverses étapes de la préparation du bloc. En premier lieu, pour dégrossir la pierre, une fois extraite de carrière, pour en éliminer les plus grosses aspérités. Puis, dans un second temps, pour équarrir le bloc et en aplanir les différentes faces. Il s'agit donc d'un outil de prédilection pour le tailleur de pierre et il est encore employé fréquemment de nos jours.
Donc voici l'outil en question, accompagné donc des traces de taille qu'il peut laisser. Donc on voit que ça laisse des traces assez linéaires et assez droites. Au cours de mon master, en étudiant les blocs du temple, j'ai pu déterminer que le marteau taillant le plus employé était un outil à lame droite de 6 cm de largeur. Sur un corpus de 60 blocs, nous avons pu observer ces traces sur 41 éléments. Un marteau taillant à lame droite de 5 cm de largeur est également fréquemment utilisé sur 38 blocs. L'étude des blocs du théâtre a livré les mêmes conclusions puisque nous avons pu observer également une fréquence plus importante dans l'emploi de ces deux outils. Pareil, sur un corpus de 60 blocs, l'utilisation des tailles en droit de 5 et 6 cm de largeur de lame on peut être observé respectivement sur 33 et 28 blocs. Néanmoins, nous avons pu noter l'emploi d'un troisième outil que nous n'avions pas observé sur les éléments du temple, un marteau taillant à lame courbe de 7 cm de largeur dont les traces ont été relevées sur 18 blocs. Nous pouvons d'ailleurs voir la différence entre ces traces. Ici, vous avez le marteau taillant droit, donc que je vous montrais tout à l'heure, et ici, le marteau taillant à lame courbe. Donc on voit que les négatifs sont un peu plus bombés. Autre différence notable, nous avons pu noter une utilisation plus systématique de la scie dans la construction du théâtre. En effet, l'emploi de cet outil pouvait s'avérer très utile, notamment pour la préparation des moellons, ces éléments pouvant être débités directement dans un bloc en grand appareil. Sur les 60 blocs du corpus du temple, 13 éléments seulement étaient sciés. En revanche, sur le corpus du théâtre, nous avons noté l'utilisation de la scie sur 32 blocs, soit un peu plus de la moitié des éléments. Cette observation démontre donc une systématisation de l'usage de la scie dans la construction du théâtre et donc une certaine évolution dans le type d'outillage employé d'un bâtiment à l'autre. Depuis 2015, je fais également partie de l'équipe scientifique de la fouille du site des Vaux-de-la-Selle. Mon rôle au sein du projet collectif de recherche consiste à continuer l'inventaire des blocs stockés sur le site et en priorité de ceux issus des dernières campagnes de fouilles dont nous connaissons avec certitude l'origine géographique et la provenance stratigraphique, c'est-à-dire son contexte au sein des vestiges présents sur la fouille. Il s'agit également de continuer l'étude du matériel lapidaire et des traces de taille en parallèle de l'inventaire afin d'affiner notre connaissance des différents panels d'outillage employés dans la construction. Alors du coup, dans la première partie de ma présentation, j'ai essayé de vous décrire ma spécialité, les objets de mon étude ainsi que mes missions au sein du projet collectif de recherche. Il est cependant important de décrire par quelle procédure nous inventorions les blocs ainsi que les outils que nous utilisons. L'enregistrement des blocs se fait en deux temps, d'abord au moyen de fiches papier, puis dans un second temps sur un logiciel informatique de base de données dans laquelle l'ensemble des informations attenantes à chaque élément lapidaire est centralisé. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, nous avions de l'électricité sur le site juste à une certaine période de l'année, généralement du début du mois d'août pour les fouilles jusqu'à la fin du mois de septembre pour les journées européennes du patrimoine. Le traitement des données lapidaires étant long et ne pouvant se faire que sur le site pour des raisons évidentes de logistique, il me faut généralement jusqu'en novembre ou décembre pour finir le travail d'inventaire, ce qui explique que l'enregistrement se fait d'abord en version papier, puis est intégré dans la base de données une fois chez moi. Donc sur cette diapositive, vous pouvez voir à gauche une fiche d'inventaire d'un bloc à partir de laquelle je vais vous décrire comment se déroule la procédure d'inventaire. Tout d'abord, j'attribue une clé d'inventaire unique à l'élément lapidaire à la suite de l'inventaire déjà existant pour éviter les doublons. Je décris le lieu de stockage du bloc à partir de la nomenclature des hangars du site et je complète également l'origine géographique de l'élément sur le site ainsi que sa provenance stratigraphique. Je prends ensuite plusieurs dimensions du bloc, sa hauteur, sa largeur, sa profondeur et je précise à chaque fois l'état de chaque face, ainsi que la présence ou non par exemple d'enduit ou de mortier. Enfin, je fais une description globale du bloc et de son état et je note les éventuelles observations que j'ai pu faire. Et je prends toute une série de photos de chaque élément, de chaque face du bloc et des clichés de détail. Dans un deuxième temps, je mesure les traces de taille observées sur le bloc et je note sur un cahier les outils auxquels ces traces peuvent être associées.
Ce travail d'inventaire permet d'obtenir une première description du bloc, très complète, mais elle peut être parfois longue à mettre en place. À cela viennent parfois s'ajouter des contraintes logistiques, notamment quand je dois manipuler des blocs qui sont trop lourds à bouger à moi seul, ou quand il s'agit de stocker les blocs, les 2 hangars prévus à cet effet sur le site étant déjà surchargés et non extensibles, du moins pour l'instant. Une fois le travail d'inventaire sur le terrain terminé, il ne me reste plus qu'à rentrer chaque fiche sur la base de données lapidaire que j'ai créée et qui reprend un certain nombre d'informations, à la fois des fiches d'inventaire, mais également des observations faites sur les traces de taille du bloc. Donc en l'occurrence, là, vous avez un formulaire de la base de données avec le bloc GP6107 et vous retrouvez donc un certain nombre d'informations, les mesures des blocs, les mesures des traces de taille, les photos, toutes ces choses, enfin cette base de données ne se concentre pas bien sûr uniquement sur l'étude des traces d'outils, mais sur le lapidaire dans son ensemble. Et la base de données est aussi complétée par Mathieu Ribollet qui travaille sur l'étude des corps sculptés. Donc cette base de données permet véritablement de centraliser l'inventaire du lapidaire et d'obtenir un catalogue de tous les blocs enregistrés et de leurs fiches d'identité. Cet outil nous permet également d'éviter les doublons, les clés d'inventaire du logiciel étant uniques pour chaque fiche. Cela permet d'uniformiser les données ainsi que de pouvoir effectuer des requêtes par exemple. Donc on va aller demander par exemple au logiciel de n'afficher que les blocs du temple ou que les blocs sculptés ou que les blocs taillés avec un marteau taillant. C'est aussi grâce à ce logiciel que je peux, dans le cadre de l'étude lapidaire, déterminer la fréquence d'emploi de chaque outil sur le corpus de blocs inventoriés. Pour finir ma présentation, je vais vous parler de l'utilité de l'application des technologies 3D dans le travail d'inventaire des blocs. Et en particulier, je vais vous parler de la photogrammétrie et je vous montrerai l'exemple d'un modèle 3D réalisé à partir d'un claveau du temple. Il convient tout d'abord d'expliquer le principe de la photogrammétrie. Donc cette procédure est très simple mais nécessite de respecter quelques règles afin d'obtenir un modèle le plus fidèle possible à la réalité. Pour en parler, je vais vous présenter du coup comment j'ai réalisé le modèle du claveau. Alors il s'agit de prendre tout d'abord une série de photos de l'objet en multipliant les angles de vue sur un support fixe. Pour le cas d'un bloc, il faudra prendre des clichés de face, sur les côtés, d'en haut, d'en bas si possible, de la face postérieure de l'élément aussi, mais également des photos intermédiaires entre chacune afin de capter vraiment le moindre recoin de la pierre, tout en restant à la même distance de l'objet. Pour le modèle du claveau, j'ai pris en tout 39 clichés. Il est également nécessaire de prévoir plusieurs sources d'éclairage afin d'écraser totalement l'objet de lumière et ainsi qu'aucune ombre portée ne puisse être visible sur les photos. Ça c'est indispensable car le logiciel 3D aura du mal à texturiser les éventuelles zones d'ombre et il ne pourra pas donc rendre un modèle fiable. Une fois les clichés de l'objet effectués, les photos sont envoyées dans un logiciel qui les traite, les combine et charge dans un premier temps ce que nous appelons un nuage de points. La série de photos est en fait comme un balayage de la surface de l'objet en 3 dimensions. Donc, comme l'appareil photo reste toujours à la même distance de celui-ci, le logiciel va réussir à créer en quelque sorte un système de coordonnées propre à l'appareil et déterminer un ensemble de points de données, c'est-à-dire des points sur l'objet qui seront chacun géoréférencés en X, Y et Z avec une longitude, une latitude et une altitude propre. Plus la surface de l'objet sera irrégulière, plus le logiciel aura besoin de créer des points pour modéliser les irrégularités. Je disais précédemment que j'avais dû prendre 39 photos pour avoir une image sous toutes les coutures du bloc. Et pour vous donner une idée, avec ces photos, le logiciel est capable de générer 29 000 points qui vont donc composer le modèle. Dans un dernier temps, il faut demander au logiciel de finaliser le modèle, car vous voyez bien qu'en l'état, le modèle n'est pas abouti. Et à partir de la maille du nuage de points, le logiciel va être capable de texturiser le modèle, et il va même reprendre les couleurs à partir des photos. Et donc voilà ce que ça va donner. Donc voilà ce que ça donne au final.
Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de détails visibles. Le logiciel a vraiment, nous montre vraiment les zones qui sont érodées par le temps ou cassées. On distingue distinctement les arêtes du bloc, ses différentes faces et les traces de taille qui sont présentes. Là, on les voit un peu moins, peut-être parce que on n'avait pas assez d'éclairage. Donc c'est un logiciel très pratique qui comporte de nombreux intérêts au niveau du travail d'inventaire et dans l'étude lapidaire. En systématisant cette procédure à tous les blocs inventoriés, on pourrait par exemple réussir à créer une base de données numérique 3D référençant tous les types de traces de taille existant sur le site et ainsi pouvoir permettre une identification plus rapide et plus efficace de certains négatifs qui seraient moins visibles ou incomplets et les outils qui y seraient associés. Grâce à ce véritable catalogue numérique, on pourrait étendre petit à petit cette base de données aussi à d'autres sites qui possèdent de nombreux éléments lapidaires. Je pense par exemple à des sites comme le forum gallo-romain de Bavay dans le Nord ou à l'agglomération antique de Jouarre-Pontchartrain dans les Yvelines. Grâce à la photogrammétrie, nous pourrions également rendre l'inventaire plus simple et plus rapide, car nous pourrions faire une partie importante de l'enregistrement des blocs à partir des modèles 3D. Enfin, cette méthode pourrait nous permettre de mieux appréhender les phénomènes de récupération et d'observer d'éventuelles retouches sur les blocs. Bonjour tout le monde, alors moi je suis Jérôme Wasserman et je suis ingénieur de recherche à l'Université de Cergy-Pontoise. Et donc, je vais essayer de vous présenter, j'ai appelé ça vers une compréhension et un suivi des transferts de fluides au sein du patrimoine bâti du site des Vaux de la Selle. C'est très ambitieux et on a monté une équipe de recherche constituée de différents laboratoires de l'Université de Cergy, mais également du laboratoire de recherche des monuments historiques, l'Université de Paris 6, l'Université Pierre et Marie Curie à Jussieu, une collègue de Rennes également qui intervient, et on est soutenu et on est financé par la Fondation des sciences du patrimoine, qui est un LabEx qui est porté par un laboratoire d'excellence qui est porté par l'Université de Cergy-Pontoise. Donc ce projet-là englobe finalement deux projets, l'un qui porte une thèse avec un doctorant sur 3 ans et un projet de recherche également sur 3 ans. Et on vise effectivement à comprendre les transferts de fluides au sein du patrimoine bâti. Alors l'eau dans le site de Genainville, on a bien vu que c'était indispensable au site d'un point de vue archéologique, d'un point de vue historique. Et on mesure bien que les sociétés humaines aiment bien se développer en général à côté des points d'eau. Donc le site archéologique de Genainville est situé, on va dire, dans une zone vadose. On appelle ça une zone vadose, une zone. C'est des sols partiellement saturés. On est au-dessus de la nappe, du sommet de la nappe phréatique, mais cette nappe phréatique n'est pas loin de la surface du sol. On dit qu'elle est affleurante. Et cette zone vadose, elle va évoluer de sols qui vont être donc, avec un peu d'eau dedans et de l'air également. Et puis lorsque la nappe remonte, finalement, on se retrouve avec un milieu, donc là j'ai représenté un peu la nappe, un milieu qui va être totalement saturé en eau. Et puis si la nappe déborde, eh bien, vous avez une inondation du site. Donc ça, c'est arrivé en 2000, donc assez récemment. Là, cet hiver, on n'était pas loin, parce qu'on a pris plus 30 cm en 15 jours, sachant qu'on est à peu près près du temple, à pas loin de 30 cm de la surface du sol. La nappe est à peu près... Quand on regarde les nymphées, c'est le 4e nymphée, c'est ça, celui qui est dans un bassin qui est entouré de roseaux. On peut se dire que ça, c'est à peu près le niveau de la nappe quand on visite le site, le niveau supérieur. Alors cette nappe, ce n'est pas un grand réservoir d'eau, c'est simplement des sols très poreux qui sont effectivement pleins d'eau. Donc là, j'ai représenté un peu un premier nymphée. Donc on voit un peu le niveau d'eau abaissé par les pompages de nos collègues archéologues pour qu'ils puissent fouiller. Et puis on a une photo d'un mur de Céla Sud, du temple, avec les fondations, le hérisson,
les 3 rangées en moyenne appareil et une petite surface. Alors on la distingue peut-être difficilement là, mais il y a une petite couche de briques antiques donc, qui est disposée comme pour reprendre la charge du mur qui va être construit et en même temps faire une barrière de capillarité. Et ensuite on construit notre mur et puis on recommence avec ces niveaux de briques. On voit bien quand les archéologues fouillent, ils se retrouvent très vite les mains dans l'eau, les pieds dans l'eau, et il faut vite pomper parce que ça devient insupportable. Et puis surtout, on ne voit rien. Donc là, vous avez une coupe stratigraphique qui vous représente donc les strates géologiques qui sont présents sur le site. Donc les argiles très peu perméables, donc étanches, qui vont faire le fond de la nappe. Le fond du réservoir, et puis ensuite vous avez les grès qui sont particulièrement poreux, qui vont contenir la nappe, les calcaires également en partie, et finalement vous retrouvez le site archéologique qui doit se trouver ici. Donc il y a un rabattement de la nappe parce qu'on est en fond de vallon, la nappe est plus bas évidemment que le vallon, elle ne remplit pas le vallon, mais vous avez les pieds dans l'eau. Enfin, c'est un bâti gallo-romain, les pieds dans l'eau. Alors cette zone vadose, elle évolue en fonction des battements de nappe. Il y a aussi également les précipitations qui vont intervenir parce que ça va forcément alimenter cette nappe. Et les oscillations de la nappe, elles sont, on va dire, diurnes, semi-diurnes, et ça, ce sont des phénomènes qui vont être liés à des forces bien extérieures, des forces c'est la Lune et le Soleil qui vont agir sur le réservoir d'eau. Alors ça va vous faire battre la nappe. C'est assez faible en journée. Voilà. Vous avez le phénomène aussi que ces forces gravitationnelles vont jouer sur le milieu poreux, donc vont le déformer. Donc ça fait aussi un phénomène de battement qui va être associé au phénomène précédent. Vous avez des phénomènes barométriques. Vous savez que la pression barométrique oscille dans la journée. Elle oscille aussi toutes les semaines. On voit bien les dépressions arriver tous les 6 jours dans nos pays. Donc ça, c'est des phénomènes qui vont aussi agir sur ces dépressions. Donc ça va agir sur les surfaces sur l'eau et donc ça va agir sur la hauteur d'eau. Donc toutes ces oscillations vont jouer sur le pied du bâti. Et l'eau va remonter dans le bâti par capillarité, un peu comme quand vous trempez votre sucre dans votre café. Hein. Mais cette fois-ci, ça peut battre en journée, puis ça peut battre d'une manière saisonnière ou d'une manière, disons, toutes les semaines avec le climat, hebdomadaire. Et puis après, vous avez les saisons qui vont jouer également. Donc ces phénomènes-là vont entraîner finalement, vous allez avoir une remontée, des remontées capillaires dans votre bâti. Et puis on peut imaginer un front d'imbibition, c'est-à-dire qu'il y a une zone où on va avoir beaucoup d'eau dans le mur. Et puis ce front-là va osciller dans le temps. Donc vous allez retrouver plus ou moins d'eau en fonction de cette évolution, ce battement de la nappe. Après, on peut rajouter les précipitations, qui est aussi, il y a des phénomènes d'écoulement, mais on pense que c'est vraiment le battement de nappe qui va être responsable de la présence d'eau dans les murs, et qui peut être présent dans des bâtis plus récents, mal construits, qui n'a pas cette barrière de capillarité qui pourrait être des briques antiques. Alors un autre réservoir, ça va être l'atmosphère. Par exemple, vous avez l'atmosphère qui va être plus ou moins humide. Et si la pression barométrique joue, c'est comme une pompe à vélo que vous posez contre un mur. Si vous poussez, vous allez injecter de l'air dans votre mur, dans votre paroi poreuse. Et la pression barométrique, si elle est haute, elle va envoyer dans le mur un air plus ou moins chargé en eau. Et inversement, si vous avez une dépression, vous tirez l'air. On appelle ça le pompage barométrique. Donc là, alors les matériaux du patrimoine bâti sont tous des matériaux poreux, mais plus ou moins perméables. La perméabilité, c'est la capacité du matériau à laisser traverser par un fluide. La porosité, ça va être le volume total, par exemple, la porosité effective, ça va être le volume total de vide sur le volume total du matériau. Alors vous avez des porosités qui sont occluses, donc pas accessibles par le fluide, et des porosités qui sont connectées, et là, ça fait le phénomène de l'éponge. Hein.
typiquement. Alors là, il y a un petit schéma qui vous explique ce que peut être un milieu poreux partiellement saturé. Vous avez des grains là en orange, de l'eau en bleu, et puis le blanc, ça serait de l'air, puisqu'on est sur Terre, donc il y a de l'air partout. Sur Mars, ça serait du vide, par exemple. Et là, je vous ai représenté des petites photos des matériaux. Alors, je reviens un peu en arrière. Donc, on a des moellons, calcaire lutétien, des briquettes antiques par moment, et puis ça peut être aussi des briquettes de restauration, ça peut être des moellons de restauration. Alors là, c'est pas le calcaire lutétien du vallon des Vaux de la Selle, mais ça va être du calcaire lutétien de la commune de Saint-Maximin, parce que la couleur est sympa, ça correspond bien à la couleur du lutétien des Vaux de la Selle, et puis on s'en sert pour restaurer le mur. Mais ça n'a pas totalement les mêmes propriétés. Et puis dans ce mur-là, il faut faire tenir tout ça, donc il y a des mortiers, évidemment. Donc là, je vous représente des petits, on appelle ça des sucres, mais c'est des sucres de matériaux du patrimoine. Alors moellon contemporain, ça c'est un petit morceau de moellon Saint-Maximin. C'est petit ou ça va? Ouais, on voit bien. Là, un moellon antique, brique contemporaine, brique antique et mortier antique. Tout ça, a été prélevé évidemment sous l'œil aguerri des archéologues Didier Vermersch et puis Vivien évidemment. Et là, un graphe qui vous représente, alors c'est un peu complexe, mais grosso modo, vous avez en abscisse, c'est surtout ce qu'il faut regarder, des rayons équivalents de pores. Alors, c'est des expériences qu'on fait pour essayer de déterminer la porosité accessible. Alors, on peut faire ça avec de l'eau, mais l'eau, c'est assez mouillant, donc ça va... Ces matériaux-là sont assez hydrophiles, donc on se retrouve avec finalement une porosité accessible à l'eau, qui est peut-être inférieure à la vraie porosité accessible. Donc on injecte du mercure. Donc après le matériau, on peut le jeter parce que c'est pollué. Mais voilà, donc là c'est un exemple de courbe. Alors j'ai mortier antique, on va peut-être regarder moellon antique d'abord, avec un grand pic ici. Et puis là on est en micromètres, tout ça c'est en micromètres. Donc là on est 10 puissance 1, ça fait 10 micromètres. Donc 10 micromètres, ça fait 10 millionièmes de mètre. Alors pour se représenter ça, j'ai cherché. Et en fait, vous prenez un œil de mouche, typiquement, et une facette d'œil de mouche, c'est à peu près le rayon, c'est 10 microns. Voilà. Donc les pores du moellon antique, c'est la taille d'une facette d'œil de mouche. C'est très poreux. 40% de porosité, c'est-à-dire qu'on est presque 43. Alors, il y en a certains qui sont très altérés, on va au-delà, donc c'est quasiment la moitié de vide. C'est assez surprenant. Le moellon contemporain, lui, il a 2 lobes, donc il va se retrouver, il a des pores à 10 microns et puis il a des pores plus petits, à 0,1 micron. Ce qui est amusant, c'est ce que l'homme a façonné. Alors la brique contemporaine, vous voyez, elle est là. Donc elle a des pores à peu près 5 microns. Alors la brique antique, par contre, elle est en rouge. C'est beaucoup plus petit, tous ces pores. C'était vachement fort, les gars. Donc là, des tout petits pores, peut-être la même proportion de vide, mais des tout petits pores donc, qui laissent passer nettement moins les fluides. Et finalement, on a une brique antique qui est super étanche par rapport à la brique moderne, qui est vraiment pourrie, de ce point de vue-là. Alors les mortiers antiques, je ne les compare pas, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore comparé, je n'ai pas eu encore de mesure sur les mortiers modernes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs pics, dont un ici, petit, qui correspond exactement au moellon antique. Donc on pense que dans le mortier antique, il mettait aussi un peu de calcaire lutétien. Alors après, on fait d'autres analyses avec des appareils compliqués de diffraction au rayon X, et puis on va retrouver les compositions. On va faire du MEB, du microscope électronique à balayage, on va le coupler avec des analyses, et on va remonter aux phases. Donc on a un master qui démarre sur la question. Alors je reviens à l'eau. L'eau dans les matériaux poreux du patrimoine, donc il se retrouve dans les pores là que je viens de décrire, donc des tout petits pores. Il ne faut pas oublier la facette d'œil de mouche. Alors le fluide qui circule dans les... Je reviens encore en arrière. Le fluide circule dans les pores. Alors les pores, ce n'est pas des sphères, ce n'est pas des capillaires, c'est pas des pailles, quoi.
c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, un peu plus tortueux. Donc ça circule plus ou moins bien, l'eau peut rester bloquée. Alors si elle reste bloquée, ça peut être problématique. Parce que par exemple, si c'est de l'eau qui n'est pas, c'est pas de l'eau distillée, donc c'est de l'eau qui est chargée en sel en général. Vous avez des sulfates de sodium, c'est pas de l'eau de mer, hein, mais vous avez des sels. Et si votre eau reste coincée mais qui commence à faire chaud, l'eau va s'évaporer, le sel va cristalliser. Et là, il y a des problématiques qui se créent. Donc, je viens là-dessus. Donc l'eau, c'est surtout un vecteur d'endommagement, de processus d'endommagement, c'est-à-dire l'endommagement, c'est une altération. Alors là, j'ai présenté quelques processus classiques. Le gel des gels, ça c'est bien connu. Le gel qui va créer des contraintes à l'intérieur du matériau et finalement fissuration, fracture, destruction. L'érosion, par écoulement, l'érosion physique. Après, vous avez des phénomènes de dissolution, précipitation des phases minérales qui sont dans le matériau. Donc là, on peut parler d'érosion chimique ou alors de précipitation. C'est typiquement on peut prendre l'image des stalagmites et des stalactites. Précipitation, dissolution. Si la stalactite disparaît, c'est la dissolution. Et puis là, je viens au sel qui nous intéresse surtout dans ces études. Donc cristallisation, dissolution des sels. Vous remplissez votre matériau qui contient lui-même des sels, d'une eau chargée en sel. Vous remplissez votre matériau d'eau, on dissout tout. Si l'eau s'en va par battement ou par évaporation, on cristallise. Donc on fait des cycles de dissolution, cristallisation, et ça a été reconnu comme un des mécanismes majeurs d'endommagement du patrimoine, des pierres du patrimoine. Ça, c'est des photos des murs de l'église de Genainville. C'est mal barré. Hein. Là, il y a du travail à faire. Là, c'est une photo de briques à Venise. Donc, il y a des sels. L'eau est chargée en sel à Venise, il paraît. Donc là, voilà, on a typiquement des fluorescences de sel. Mais alors ça, c'est en surface, c'est pas trop dommageable parce que ça pousse en surface. Le sel pousse et puis voilà, il est à l'air libre, pas de problème. Mais s'il pousse à l'intérieur du milieu poreux, il n'y a pas trop de place, donc il va se retrouver il y a différentes hypothèses, pression, dissolution, contraintes comme le gel dans le milieu poreux. Bon, donc il y a encore débat dans la communauté sur quel est vraiment le micro-mécanisme, le mécanisme à l'échelle du pore qui fait que ça casse, que ça fissure, ou que ça... Voilà. Mais là où tout le monde s'accorde, c'est que les sels, c'est très très endommageant. C'est même un des facteurs majeurs de l'endommagement du patrimoine bâti. Donc là, c'est des exemples d'un grand monsieur là, qui travaille dessus depuis très longtemps. Lui, sa grosse hypothèse, c'est les sels, le cristal de sel pousse et appuie sur la paroi du pore et va finalement créer des contraintes suffisantes pour fissurer ce pore. Alors il y en a d'autres qui ne sont pas du tout d'accord. Soit. Mais le grand truc, c'est de faire ça en laboratoire. Donc on prend un échantillon de calcaire lutétien, on le met dans une enceinte climatique où on contrôle bien l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité de l'air, on contrôle bien la température et on va faire agir l'un ou l'autre et on s'aperçoit d'endommagement. Donc là, vous avez normalement l'échantillon de départ était parallélépipédique. Alors je reviens au site. Donc là, c'est de la photogrammétrie grande échelle de la cella du sud du temple. Et on observe, alors je regarde le premier mètre, vous voyez, on est au contact du sol. Et là, on a en surface, on repère, vous voyez un peu, peut-être pas tant que ça, mais on repère une rugosité de surface assez importante où on a des morceaux de moellons qui sont tombés. Ça, on pense que c'est des sels qui poussent et qui font finalement fissurer le moellon en surface. Donc il y a un endommagement qui est plus important dans ce premier mètre où on suppose qu'on a une remontée capillaire et donc un battement de ces remontées du fait des battements de nappe et autres phénomènes atmosphériques. Et donc, on aimerait, à l'idéal, comprendre ce qui se passe, comment évolue ce front de saturation, ce front de remontée capillaire dans le mur, pour mieux comprendre l'endommagement des structures, pour mieux comprendre également des phénomènes positifs ou négatifs des matériaux de restauration. Si vous incorporez, je vais prendre un exemple très, très concret,
sur des murs modernes. Vous avez une problématique d'humidité dans votre maison, un mur en plâtre qui baigne dans l'eau, et puis bon, la surface est vraiment trop laide, alors vous mettez un voile de toile de verre qui est bien étanche. Alors là, ça empire, c'est une catastrophe. Alors en premier lieu, ça paraît chouette, mais le mur va se dégrader, ça va être une vraie catastrophe. Alors qu'on aurait, maintenant, alors qu'il serait préférable de laisser respirer le mur pour que l'eau s'évapore et que finalement, on n'ait pas une problématique de remontée capillaire sur toute la hauteur du mur. Alors, bon, les recherches que nous menons visent ainsi à mieux comprendre les mécanismes d'endommagement, et on va les regarder à toutes les échelles. On va les regarder à l'échelle du site, on va les regarder en laboratoire, et puis on va les regarder à la micro-échelle, à l'échelle du port. Donc là, on va utiliser l'imagerie, la microscopie, électronique à balayage. On peut descendre encore plus bas pour regarder vraiment les interfaces entre les solutions salines, les saumures finalement, qui sont dans les pores, et les parois des pores. On souhaite développer des outils, alors expérimentaux, mariés à des modélisations numériques, pour permettre de localiser les processus d'endommagement dans tout le volume du bâti. C'est un bâti assez imposant, il fait 1 mètre d'épaisseur. Donc il faut être capable d'imager à la fois le front de saturation en volume dans l'épaisseur du mur, et puis il faut être capable de surveiller les processus peut-être en surface. Alors on essaie de coupler des méthodes différentes. Et on souhaite aider à la conservation en proposant des matériaux adaptés. Si on observe qu'un matériau de restauration est néfaste, comme un mortier trop étanche, on peut rêver, hein, mais les briquettes, ce n'est pas le cas. Pour le coup, elles laissent vraiment tout passer. La briquette moderne est très peu étanche par rapport à la briquette antique. Donc on a 2 projets pour l'instant qui tournent bien, avec la thèse d'Oriol Sanchez Rovira, qui a démarré il y a 1 an maintenant. Donc là, c'est un peu barbare le terme, mais on souhaite faire une imagerie 3D, donc tridimensionnelle et multi-échelle de la distribution de la teneur en eau. C'est-à-dire les fronts de saturation au sein des pierres du patrimoine bâti, et c'est appliqué au temple de Genainville. Et on souhaite être capable d'identifier les phénomènes d'endommagement dus au sel. Alors, le temple étant classé monument historique, on n'a absolument pas le droit d'y toucher, ni de prélever quoi que ce soit, donc il faut imaginer, et c'est le cas dans la plupart du temps dans le patrimoine, bâti ou d'autres patrimoines, où on est amené à utiliser des techniques non destructives, non invasives, c'est-à-dire qu'on va très peu toucher ou pas toucher. Donc on va se placer à distance, et là je vous montre une image comme ça, brute, de thermographie infrarouge. On va capter la radiation infrarouge du milieu pour en faire une image et essayer de l'interpréter en termes dans notre cas, de saturation. Alors c'est assez complexe parce que là, par exemple, cette image-là, elle est marquée surtout, on s'aperçoit que la zone antique, c'est la zone la plus ancienne, mais il y a une végétation quand même, c'est des algues qui se sont développées. Et donc on a une émissivité différente de zones restaurées où les algues ne se sont pas développées. Donc c'est pas forcément ce qu'on observe là, la différence de couleur, là, les radiations infrarouges n'ont pas de couleur, hein. Donc là c'est une interprétation, mais le rose globalement n'est pas forcément interprétable en termes de saturation en eau, le processus physique qu'on souhaite suivre, mais plutôt en termes d'émissivité, de présence d'algues, etc. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Donc, pour interpréter ces mesures-là, il faut passer nécessairement par un modèle physique représentatif du milieu. Et donc on est amené à travailler à plusieurs échelles, à essayer de reconstituer à petite échelle un modèle représentatif du milieu, c'est-à-dire qu'on va imager le matériau à très petite échelle, on va prendre des échantillons millimétriques et on va le mettre dans un scanner X. Donc c'est comme à l'hôpital, mais c'est un microtomographe qui va vous faire des couches de densitométrie. On va être capable de numériser ça et de reconstituer le milieu. Alors là, c'est une image d'un cube de 3 mm de côté, avec une résolution de 3 microns. Donc on est plus petit qu'une facette de mouche, pour le coup, dans la résolution. Donc on peut espérer être proche de la résolution, de la taille d'un pore de ce matériau.
Et ensuite, dans ce matériau-là, on va injecter, dans ce matériau numérique, on va injecter un modèle physique qui va essayer d'écoulement, donc typiquement les lois de Darcy, typiquement, pour comprendre les phénomènes d'écoulement des fluides dans ces matériaux-là. Ça va nous aider à interpréter ensuite nos mesures, que ce soit des mesures en infrarouge ou d'autres types de mesures, en termes de processus physiques. Et non pas simplement, là c'est rose, là c'est jaune. Non, on pourra dire à l'avenir, oui, là on a de l'eau, ou éventuellement là on est en phase de désaturation, on cristallise tel ou tel sel. Bon, voilà. C'est un peu l'idée. Le deuxième projet s'intéresse, c'est un peu plus vaste, parce qu'on va... Donc dans le premier projet, on s'intéresse surtout au patrimoine bâti. Dans le second projet, on s'intéresse à la fois à la vie de la nappe. On part de la nappe, c'est une grande échelle, à l'échelle du vallon, et on va remonter jusqu'à l'échelle du bâti. Je reboucle un peu sur cette idée de non destructif et non invasif. L'astuce récente, c'est finalement de travailler. Alors, je vous ai parlé de modèle numérique physique, mais on peut faire aussi un modèle analogique physique en construisant une maquette. Donc, c'est ce qui est prévu et c'est ce qu'on est en train de faire et mettre en place au musée archéologique du Val d'Oise, une maquette de mur gallo-romain, avec sa nappe phréatique également contrôlée. Donc ça nous permettra de mieux d'insérer les capteurs qu'on souhaite dans ce mur, de ce mur maquette qui sera le plus fidèle possible à la réalité, à l'original, et de mieux comprendre les processus, les évolutions des paramètres physiques qu'on souhaite, c'est-à-dire la saturation. Si on veut suivre les concentrations en sel, les sels finalement sont des ions en solution. Donc, plus il y en a en solution, plus le courant est conduit. Par exemple, vous pouvez regarder les conductivités électriques de ces milieux-là. Elles vont être très élevées lorsqu'on a des saumures. Et si on cristallise les sels vont être moins mobiles et finalement, on va moins conduire le courant. Donc il y a des choses comme ça et qu'on va essayer d'observer sur ces maquettes à l'échelle 1. Alors pour finir, des termes barbares, notre approche est pluridisciplinaire parce qu'on a besoin des archéologues. On a besoin de numériciens purs et durs. On a besoin de personnes qui savent manier le MEB, le microscope électronique à balayage. On a besoin de personnes qui sont un peu géophysiciens, c'est-à-dire qui vont mettre des capteurs pour mesurer des paramètres physiques sur le terrain. Donc c'est un doux mélange et c'est très intéressant comme type de projet. On est multi-échelle, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à les échelles d'espace du nanomètre jusqu'au site, c'est-à-dire qu'on est la dizaine, voire la centaine de mètres, et les échelles en temps, puisqu'on voit des évolutions de la saturation en fonction des saisons, multiméthode. Mais je dirais qu'on reste très lacunaire sur le nombre de données qu'on a. Finalement, on a un peu de données au nanomètre, on a un peu de données au micromètre, on a un peu de données au millimètre, mais c'est très éparse, c'est très difficile de faire le transfert d'une explication d'un processus à une petite échelle et de passer ensuite au mètre directement. En sciences de la Terre, c'est le Graal des sciences de la Terre, c'est-à-dire le passage et le changement des échelles. Jusqu'à présent, personne n'y arrive. Donc on essaye. Là, cette zone vasose, donc la nappe oscille. Et par le passé, donc inondation, c'était quoi? On a dit deuxième siècle et 4e siècle, c'était pas ça un peu les hypothèses? Je ne sais plus, Didier, tu pourrais nous renseigner. Il n'y avait pas deux inondations qui expliqueraient qu'il y aurait des phases différentes de construction sur le site, dues à une remontée de nappe. Plutôt vers la fin du IIIe siècle. Et il y a cette inquiétude actuelle des inondations, donc la Seine qui déborde et les remontées de nappes phréatiques, c'est effroyable parce que ce n'est pas prévisible. Et c'est des étendues bien plus importantes qu'un lit de rivière. Donc ce site-là offre des perspectives également
dans l'étude de ces phénomènes-là, en plus, en les ramenant dans le passé. C'est vraiment un outil très particulier, les veaux de la selle. Alors, je vous remercie. Juste pour conclure, en parlant à la fois de l'eau et de la pierre, des pierres qui sont dans l'eau et de l'eau qui remonte dans les pierres, c'est vraiment effectivement dans cette zone des bassins qui sont situés au sud du temple que c'est particulièrement crucial. Ça permet de reboucler aussi avec les méthodes, puisque les images que vous avez à l'écran elles ont été produites par la technique de la photogrammétrie que Mathieu Brisson vous a montré à l'échelle du monon, que Jérôme Wasserman vous a montré à l'échelle du temple. Donc là vous avez des photogrammétries donc, qui sont réalisées à l'échelle des bassins. Ça nous permet d'avoir des supports préparatoires pour effectuer des relevés, pour effectuer des analyses architecturales sur la base de documents qui sont extrêmement précis, puisqu'il s'agit d'ortho-images, d'images droites, si vous voulez, sur laquelle on peut prendre des mesures ou mesurer des angles, ce qu'on ne pourrait pas faire avec une simple photo à cause de toutes les déformations qui existent du fait de la position du photographe, de la déformation de l'objectif, etc. Donc des techniques photogrammétriques pour préparer des relevés, des plans, ici des élévations, ce qui n'est que l'étape 0, ou l'étape 1 si vous voulez, pour ensuite, comme vous l'avez à l'écran, le relevé classique, c'est-à-dire le fait qu'un architecte ou un archéologue spécialisé en architecture mette le nez sur la pierre, ce qu'on appelle le relevé pierre à pierre, faire des observations, c'est la phase d'analyse architecturale. C'est un travail qui est d'autant plus nécessaire, comme vous le voyez, que c'est un patrimoine qui est encore vivant, c'est-à-dire c'est un patrimoine qui souffre et qui est donc soigné, qui est restauré. Vous avez des pierres qui sont tellement abîmées, attaquées, qu'elles doivent être déposées, et comme vous le voyez, elles sont remplacées. Donc on est dans une double problématique de préservation, conservation du patrimoine, et également de médiation à destination du public. S'ajoute encore la dernière couche dans tout ça. Si on veut pouvoir faire ce travail scientifique au moment où le bâti antique subit des transformations irréversibles, en tout cas subit ou bénéficie d'une restauration du point de vue du scientifique qui lui s'intéresse aux matériaux d'origine. Il y a évidemment une dernière phase qui consiste à reprendre la totalité de la documentation ancienne existante. Alors on a la chance d'avoir des clichés qui ont été réalisés dans les années 60-70 par l'équipe de Mittard qui a fouillé ces bassins, et pour récupérer un maximum d'informations sur l'état du bâti, en étant conscient que en ajoutant cette information, que certains de ces clichés peuvent être insérés dans notre photographie, dans notre photogrammétrie actuelle, pour compléter le nuage de points, et qu'il est donc possible d'établir des photogrammétries alors même qu'il n'y a pas eu de campagne de photographie pour ce faire à l'époque. Donc c'est là-dessus que je voulais finir avec ce rapide exemple des bassins qui montre que Genainville est bien chantier école d'archéologie de l'Université de Cergy-Pontoise, mais aussi vraiment un site pilote vivant où plusieurs disciplines se rencontrent, et un site dans lequel on essaye de faire la démonstration qu'on peut mener de front et dans le même temps, c'est ce qui est souvent difficile, la recherche scientifique, l'impératif de conservation du patrimoine dans un site classé, et également les problématiques de médiation en direction du public. Voilà, je vous remercie. Vous avez parlé d'une maquette de mur là, pour étudier la porosité des pierres. Où est-ce que ça se fait, ça? Alors c'est en train de se mettre en place au musée archéologique du Val d'Oise, à Guéry-en-Vexin, dans une benne de chantier.
drainage n'avait pas été fait par les anciennes, et est-ce qu'il serait possible de le recommencer? Oui, effectivement, il y a des... Bon, on pense qu'ils se sont installés là parce qu'il y avait de l'eau. Et après, on pense qu'ils ont géré les inconvénients de l'eau sur le site, et notamment par des solutions de drainage. Je pense qu'on est loin de les connaître toutes, mais il y en a une qui est très importante parce qu'elle balafre le site, c'est le grand collecteur qui sépare en fait l'édifice de spectacle de la place. Ça, c'est un collecteur antique qui a été doublé, je crois, dans les années 90, d'un deuxième collecteur moderne, d'une buse moderne qu'on a placé à côté pour gérer les crues qui se produisent tous les 30 ans. Donc c'est bien sur ce type de solution, effectivement, qu'on est resté. Bon, après, il y a eu des tentatives des archéologues qui nous ont précédés pour essayer d'endiguer certains phénomènes de crues. Bon, malheureusement pour eux, ça c'est pas forcément... Enfin, c'est difficile de lutter contre les événements, contre pas seulement l'eau qui tombe ou tous les matériaux qui arrivent depuis les sommets, depuis le plateau, mais également, comme ce que tu disais, la remontée de nappe contre laquelle on ne peut rien faire que pomper et évacuer l'eau plus loin, mais l'eau va revenir. Oui, je peux peut-être ajouter quelque chose de ça. Il faut ajouter à tout ce que tu m'as dit le fait qu'à partir du XVIIIe siècle, il y a eu des inondations importantes avec un apport de pollution de l'ordre de 2 mètres. Et cet apport de pollution qui s'étend sur plusieurs kilomètres a fait en sorte que la nappe phréatique elle-même a monté. Elle a monté, je pense, d'un mètre, 1,50 m au moins. Et que si on voulait drainer le site, comme il y a eu à un moment l'idée dans les années 90-95 pour mettre le site en valeur, si on voulait drainer le site et faire descendre cette nappe phréatique, il faudrait commencer par enlever tous les colluvions qui sont accumulés. C'est une chose impensable. On ne peut pas revenir au paysage antique. Donc c'est pour répondre à la question. Drainage, on pourrait recommencer, mais drainage de surface, pas drainage en profondeur. Vous avez développé des tas de techniques, et je me demande si vous avez des connaissances sur les techniques utilisées, ou alors la simple empirie, mais les techniques utilisées par les constructeurs eux-mêmes. Parce que, inutile de dire qu'ils n'avaient pas de modèle. Comment faisaient-ils? Alors vous avez indiqué les briques pour faire des séparations entre les couches. Est-ce qu'ils étaient conscients ou c'était simplement par simple empirie? Ça, je prends. Ils étaient conscients de pas mal de choses. Maintenant, sur les bases de quoi? Est-ce que c'est sur les bases scientifiques qu'ils en étaient conscients ou sur l'expérience? C'est bien possible que ce soit sur l'expérience. Mais quand on regarde les traités, que ce soit des traités d'architecture comme d'architecture ad Vitruve, ou si on regarde dans les livres liés à la construction qu'on a chez Pline l'Ancien sur les roches, etc., on sait qu'il y a quand même une pratique, avant d'utiliser un matériau de construction, on va l'extraire de carrière et on va le laisser aux intempéries pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et voir comment il les supporte. Donc il y a quand même une manière, voilà, les Romains sont parfaitement conscients que les matériaux ont des caractéristiques différentes, et ils les testent. On sait également qu'ils sont conscients d'un certain nombre de ces caractéristiques quand ils font le choix d'utiliser certains types de matériaux dans certaines parties du bâti et pas dans d'autres. C'est assez fréquent que pour les fondations ou pour les assises qui sont juste au-dessus des fondations, c'est-à-dire à la base de l'élévation d'un mur, on ait des matériaux qui résistent beaucoup mieux à l'eau. Et par exemple, des calcaires plus tendres, donc qui vont être intéressants parce qu'on peut appliquer un décor sculpté par-dessus, eux, on va plutôt chercher à les surélever le plus possible pour qu'il n'y ait pas ce phénomène de capillarité qui, par contre, les fragiliserait. Donc c'est certain qu'ils ont une bonne conscience de toute une série de caractéristiques. Il est probable que ce soit par l'expérience. La formule
formulation des matériaux, les briques antiques, les formulations des mortiers, c'est une formule secrète parce que à l'heure actuelle, ça paraît très difficile. Et c'est des formules au pluriel surtout. Ouais. Vitruve dit voilà, il faut faire comme ceci, comme cela, il donne une recette hein, qu'on n'a plus qu'à appliquer, mais la recette de Vitruve, on la trouve bien peu souvent mise en œuvre. Par contre, en fonction, ce qui est normal, parce que dans le mortier, on utilise, c'est des mortiers de chaux qui sont utilisés, dans lesquels on a un agrégat, on a des éléments qui sont mélangés. Alors, tu disais que tu avais la preuve qu'ils utilisaient du calcaire lutétien dans le, Après, il y a une question. dans le mortier. On sait qu'il y en a Oui, c'est sûr. combien, comment il a été, comment c'est réparti, comment le mélange a été fait. C'est une question qu'on se pose et on a démarré un master sur cette question-là. Prendre les matériaux et les passer dans notre fabuleux microscope qui va nous donner non seulement la distribution spatiale des différents matériaux en composition des briques ou des mortiers, mais également la composition précise des phases. Donc essayer de comprendre un peu, mieux comprendre comment ces matériaux ont été, avec quoi ils sont fabriqués, comment ils ont été fabriqués. Et pourquoi ils ont ces propriétés si exceptionnelles, notamment les briques antiques, on a été épatés. Par rapport à la brique moderne, ça n'a rien à voir. Ou la tuile, c'était pire. La tuile antique, c'était. J'ai une autre question à poser, je ne veux pas être trop long, mais vous ne nous avez pas montré d'éboulement, ni d'écroulement, ni d'effondrement, ni de... Tout a l'air de bien tenir. À l'air, je ne sais pas... Non, on a gardé les belles photos, effectivement. non, mais mes prédécesseurs archéologues, en fait, notamment en fouillant le temple, ont trouvé des pans entiers de murs qui étaient effondrés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive aussi bien à restituer architecturalement les élévations, puisque pour le mur, on a des pans entiers de plusieurs mètres qui sont tombés. L'année dernière, avec Didier, on a fouillé près du temple, entre le temple et les bassins, et on a retrouvé un de ces morceaux de mur balancés tels quels, puisque les matériaux qui étaient récupérés par les mérovingiens, c'est des blocs de pierre de taille pour faire autre chose, pour faire des sarcophages notamment. Mais par contre, les petits moellons, la maçonnerie, ça ne les intéresse pas. Donc ça, on en a retrouvé, in situ, mais tombé par terre. Ça, on en a pas mal. Et même si ce n'est pas en connexion, par exemple, ce qu'on a au-dessus de l'air plane, c'est-à-dire qu'on a des morceaux concassés, qui ont roulé, qui ont été sciés, etc., c'est toujours des informations qu'on va essayer d'exploiter. Effectivement, dans certains cas, si effondrement il y a eu, il y a surtout eu énormément de récupération, notamment à l'abandon du site vers le 5e siècle. Des matériaux qui ont été récupérés, soit pour de la construction, pour fabriquer de la chaux par exemple, ou comme le disait Vivien, plus tard à l'époque mérovingienne, où on vient récupérer tout ce qui est bloc de fondation, donc bloc en grand appareil ou très grand appareil, pour fabriquer des sarcophages. Donc on a aussi beaucoup d'éléments de démolition qui ont été récupérés il y a très longtemps, après l'abandon. Il y a des sarcophages qui ont commencé à être exécutés in situ à partir des blocs de fondation antiques. Donc ça, c'est ce qu'ils ont laissé. Et tout ce qu'on n'a pas, c'est ce qui est parti. Et c'est la grande majorité. Le temple, je dis souvent ça, mais bon, je me répète. Le temple de Genainville, c'est la deuxième élévation gallo-romaine conservée d'Île-de-France, après les thermes de Cluny à Paris. Donc c'est 4-5 mètres, c'est exceptionnel. Mais c'est ridicule par rapport au temple complet qu'on doit restituer à 20-25 mètres de haut. En réalité, il ne nous en reste rien de ce temple. Quand on est dedans, c'est impressionnant, mais face à ce temple, on levait la tête, voilà, comme quand on est au pied de Notre-Dame, bon, même si c'est d'autres dimensions. Mais on était face à une architecture vraiment imposante, qui remplissait le vallon. Est-ce qu'il y a eu des outils de taille retrouvés dans les fouilles anciennes qui pourraient donc plus en relation avec ce sujet? Alors, curieusement,
voit le site des Vaux de la Selle, on se dit que ça devait être vraiment un chantier de construction énorme, parce qu'on parle de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de blocs extraits de carrière et préparés. Et curieusement, on a retrouvé très peu d'outils. On a pu en identifier certains qui sont soit stockés dans les réserves du Davos, soit au musée archéologique départemental de Guéret-en-Vexin. Mais il y a relativement peu de données à ce niveau-là. Alors soit ces éléments, ces outils ont été récupérés après l'abandon du site et ont été récupérés, soit ont été refondus au début du Moyen-Âge. On sait qu'au début du Moyen-Âge, on récupère énormément de matériaux, pas que la pierre, on peut récupérer du métal aussi. On recycle en quelque sorte. Et la deuxième hypothèse, c'est que finalement les ouvriers sont repartis avec leurs outils. Ou alors, une troisième hypothèse, c'est que les outils sont ailleurs tout simplement et on ne les a pas encore retrouvés. Après concrètement, voilà, si on vient fouiller cet auditorium dans quelques temps, vous avez tous des stylos, mais si à la fouille on trouve un stylo, on aura déjà bien de la chance. Ce qui n'empêche pas qu'à un moment donné, la pièce a été saturée de stylos. En 1811, la céramique ne reste pas trop non plus. Oui, ça roule bien. Ça rouille, étant donné que c'est humide, l'oxydation est quand même importante. Oui, après on a quand même énormément d'objets métalliques qu'on a trouvés. Mais là on est sur quand même quelque chose de précieux. Enfin, c'est un outil, tant qu'il n'est pas cassé, on repart avec. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense que pour l'instant, dans tous les éléments métalliques, toutes fouilles confondues, on a dû réussir à identifier pas une dizaine d'outils, notamment le marteau taillant, l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure. Effectivement, il y a plusieurs... À quelle échelle du temps. À quelle échelle tu dis 10 objets, toutes fouilles confondues? À quelle échelle sur des fouilles depuis 1935, on a vraiment relativement peu de choses. Alors Les qu'on a... clous, on est au-dessus. Ouais. Les clous, c'est pas ramassé. Ça, des clous, on en trouve tout le temps, partout. Après, il y a le problème de l'identification parce qu'effectivement, il y a l'usure du temps, le métal s'oxyde et puis on va retrouver parfois des fragments qu'on va même pas pouvoir identifier. Donc voilà, ça reste une grande question. Et donc là, on a parlé du temple et puis du théâtre, mais il devait y avoir une ville autour, je suppose, des habitations. Est-ce qu'il y a un ordre d'idée? Est-ce qu'il y a des maisons de refugiés aussi? Oui, il y a une organisation sur un système de voiries, de rues, même si on n'en connaît qu'un petit fragment qui est à l'ouest de l'aire sacrée. On le connaît là, ça ne veut pas dire que... c'est la carte de notre ignorance, parce que c'est un site qui est connu depuis peu de temps. Le théâtre était quand même assez important, donc il doit y avoir du monde pour... Mais il a été... Ouais. Ah, ça, c'est une question effectivement cruciale. Pourquoi un si grand théâtre, alors qu'on s'était mis dans la tête que c'était un coin isolé? Bon, d'abord, c'est sans doute pas isolé. Et cette agglomération, c'est le but de toutes les recherches qui sont menées depuis les années 90. Où est-on? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la communauté qui vit là, qui paye? C'est des questions qui nous ramènent vraiment à l'histoire. Alors on a essayé de savoir, de répondre aux questions, comment ça s'appelle. Bon. Le problème, c'est qu'on n'a pas de source écrite qu'on peut rattacher clairement à ce site. On n'a pas d'épigraphie. Normalement, un excellent marqueur pour faire ce travail, c'est l'épigraphie. Parce que l'épigraphie nous dirait à quelle communauté on a affaire, quel est le statut juridique, qui sont les magistrats qui gèrent tout ça. Bon. Là, pour l'instant, les lettres qu'on trouve, c'est 10% d'un mot. Bon, ça ne suffit pas.
c'est sans doute des blocs, ces inscriptions qui ont été récupérées et qui sont partis soit au four à chaud, soit pour faire un beau sarcophage. Avant de nous séparer, je voudrais juste faire un complément par rapport à ce qui a été dit par nos 3 collègues. Aux archives départementales, nous conservons les archives privées de M. Muttard, qui nous ont été remises à son décès par sa veuve. Et nous avions commencé un travail de classement avec un étudiant il y a quelques années, travail qui avait été arrêté en cours de temps, et nous sommes en train de réfléchir avec le service régional de l'archéologie à pouvoir revoir comment on pourrait mettre un archiviste professionnel sur ce fonds pour pouvoir le classer, qu'il soit du coup à disposition de l'équipe de Genainville. Voilà. Ce n'est pas un projet qui va se lancer demain matin, mais on est en train de voir comment on peut mettre ça en place entre le service régional de l'archéologie. Ça nous sera très utile. Je sais. Très attendu. Non, merci. Une dernière question. En dehors des journées du patrimoine, est-ce que le site est accessible au public? Oui, donc il y a les journées nationales de l'archéologie, donc ça c'est au mois de juin, les journées européennes du patrimoine. Pendant le chantier au mois d'août, les personnes qui se présentent, on leur fait une visite, on leur explique ce qu'on est en train de faire. Dans le courant de l'année, le musée archéologique départemental de Guéry-en-Vexin organise des visites sur le site. Il y a des panneaux d'ailleurs qui ont été mis en place. On a travaillé avec le PNR du Vexin français pour faire ça. Donc on est lentement mais sûrement dans une démarche aussi d'ouverture. J'espère vous voir sur le site, puisqu'effectivement c'est une autre vision qu'on a. Le site et le musée. Parce que tout ce qui ne pouvait pas rester in situ est au musée, et c'est vraiment c'est la même visite en 2 temps. Eh bien, merci. Merci à vous.